Quand on pense appareil dentaire, l'image qui nous vient, c'est presque toujours la même, non? L'adolescent au collège, oui. Exactement. L'ado qui essaye de sourire sans trop montrer le métal. Mais, et si je vous disais que cette image, c'est déjà celle d'un traitement qui arrive un peu tard? Ah, Et que le moment vraiment crucial pour un sourire, eh bien, il se jouerait bien avant, vers ce qu'on appelle l'âge de raison. Pour notre analyse aujourd'hui, on a une source un peu particulière. oui, ce n'est pas une grande étude académique. Non, pas du tout. C'est un texte très court, très ciblé, qui vient d'un cabinet d'orthodontie allemand à Hanovre qui s'appelle KFO-BAPI. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas juste résumer leurs conseils, on va plutôt s'en servir comme une étude de cas. On va décortiquer leur méthode. Voilà. Décortiquer leur argumentaire, comprendre cette philosophie très proactive qu'ils proposent et voir comment ils essaient de convaincre les parents que leur calendrier, qui est d'une précision quasi chirurgicale, est le seul qui vaille. On va donc chercher la logique derrière tout ça. C'est ça notre mission. Pourquoi ces âges si spécifiques de 7 et 10 ans Est-ce que c'est une vérité médicale absolue ou un positionnement marketing très très intelligent? On va plonger dans cette stratégie du sourire parfait planifié dès la petite enfance. Alors, allons-y. Le premier jalon que ce cabinet pose est, je pense, assez déconcertant pour beaucoup de parents. Le fameux 7 ans. Voilà. Une première visite chez l'orthodontiste recommandée dès 7 ans. 7 ans, ça paraît incroyablement jeune, non? C'est vrai que ça peut surprendre. On vient à peine de s'habituer aux dents définitives qui poussent un peu dans tous les sens. Alors pourquoi vouloir intervenir si tôt? Eh bien, en fait, la logique du cabinet repose sur un principe qui est absolument clé en biologie, le timing. Le timing. Oui. À 7 ans, il y a deux choses fondamentales qui se passent. D'abord, comme vous le disiez, les premières molaires et les incisives définitives apparaissent. D'accord. C'est le moment où la nouvelle architecture de la bouche commence à se dessiner. Donc on peut faire un premier état des lieux. Une sorte de pré-diagnostic. C'est ça. Pas pour tout corriger, attention, mais pour observer les grandes lignes de force, voir si des problèmes vraiment majeurs se profilent. D'accord, je vois. C'est une sorte de contrôle technique, précoce. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de, je sais pas, surmédicaliser l'enfance? C'est une excellente question. Parce que beaucoup de dentistes plus traditionnels diraient sûrement Ah, attendons voir, laissons la nature faire son travail, tout va peut-être se remettre en place tout seul. Vous mettez le doigt sur le débat central en orthodontie pédiatrique. Ah, Il y a bien sûr une école de pensée plus attentiste qui préfère attendre que la majorité des dents définitives soient sorties pour agir de façon plus globale. ouais. Mais le cabinet KFAOB Babaï, lui, se positionne très clairement dans le camp de ce qu'on appelle l'orthodontie interceptive. Interceptive. Oui, leur argument, tel qu'il est présenté dans la source, c'est que certaines malpositions sévères, que ce soit les dents ou même la structure des mâchoires, D'accord. peuvent être traitées de manière particulièrement efficace à cet âge précis. Particulièrement efficace, c'est-à-dire? C'est-à-dire plus simple, plus rapide et surtout avec des résultats plus stables sur le long terme. D'accord. L'idée, c'est qu'à 7 ans, la croissance de la mâchoire est en plein boom. L'os est encore très Ah ouais, malléable, imaginez. Ouais. exactement très malléable. Intervenir à ce moment-là pour corriger un gros décalage ou un manque de place critique, c'est un peu comme redresser un jeune arbuste. Ça demande peu d'efforts. Voilà. Alors qu'essayer de faire la même chose sur un adulte de 25 ans, c'est comme essayer de tordre un tronc d'arbre. C'est beaucoup plus complexe et ça finit parfois en chirurgie. Donc il parie vraiment sur la prévention pour éviter les traitements bien plus lourds plus tard. C'est toute la logique, oui. C'est une logique de prévention donc. Et ils ajoutent un argument qui m'a assez surpris, qui n'est même pas médical. Il est comportemental. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Ils disent que les enfants de 7 ans sont des écoliers motivés et coopèrent très bien. Alors là, je pense que beaucoup de parents pourraient lever un sourcil en lisant ça. Oui, bon, c'est une généralisation, bien sûr. On est d'accord. Mais elle n'est pas sortie de nulle part. D'un point de vue purement psychologique, l'âge de 7-8 ans, ça correspond souvent à une période où l'enfant entre dans une logique scolaire. Il a envie de bien faire. Exactement. Il veut suivre les consignes de l'adulte expert, que ce soit son enseignant ou, dans ce cas, le médecin. Il y a souvent moins d'opposition frontale qu'on peut en trouver, disons, au début de l'adolescence. C'est vrai. Et le cabinet, en fait, capitalise sur cette fenêtre de coopération pour mettre en place des traitements légers qui demandent juste un minimum de discipline. C'est un calcul assez malin qui mélange la biologie et la psychologie du développement. D'accord, je vois mieux la philosophie. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait à un enfant de 7 ans? J'imagine qu'on ne lui pose pas des bagues sur toutes les dents.
Non, absolument pas. Le texte mentionne un outil au nom un peu barbare, le mainteneur d'espace. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est l'exemple parfait de l'intervention minimale pour un effet maximal. Ah oui, Imaginez qu'une dent de lait tombe beaucoup trop tôt, à cause d'une carie, d'une chute, peu importe. d'accord. La nature, elle, a horreur du vide. Du coup, les dents voisines vont tout de suite commencer à dériver pour combler l'espace. Et là, c'est le problème. Et là, c'est le drame. Parce que la dent définitive qui devait arriver à cet endroit n'a tout simplement plus de place. Elle reste bloquée dans la gencive ou elle pousse complètement de travers. D'accord. Le mainteneur d'espace, c'est un tout petit appareil, très simple. Souvent, c'est juste une bague sur une dent avec une petite boucle en métal qui va, en quelque sorte, garder la place au chaud. C'est donc un gardien de parking pour dents. Ce n'est pas un traitement actif. Non, C'est de la pure gestion d'espace. c'est exactement ça, de la pure prévention. Et c'est là qu'on voit toute la subtilité de cette approche interceptive. On ne répare pas un problème, on l'empêche d'exister. Et est-ce que c'est le seul type d'outil qu'on peut utiliser à cet âge où il y a toute une panoplie d'instruments de torture-douche pour les enfants de 7 ans? Il y a toute une boîte à outils, en effet. Sans faire un cours magistral, on peut citer par exemple les expanseurs palatins. Ça sonne un peu effrayant. En fait, c'est très doux. Si on détecte très tôt que la mâchoire du haut est trop étroite pour accueillir toutes les futures dents, on peut poser un petit appareil qui va l'élargir très progressivement. En profitant de la croissance. Toujours. C'est beaucoup moins invasif de le faire à 8 ans qu'à 15. Le mainteneur d'espace est juste l'exemple le plus simple et le plus courant de cette philosophie. Une petite action au bon moment pour éviter une grosse complication plus tard. Compris. Donc, la visite à 7 ans, c'est un check-up stratégique. On dépiste, on observe, et si nécessaire, on pose des petits garde-fous. C'est ça. Mais j'imagine qu'on ne fait pas tout à cet âge. Le cabinet nous amène à une deuxième échéance tout aussi précise, le traitement principal, qui doit commencer au plus tard à 10 ans. Pourquoi ce nouveau cap? Alors, si l'étape des 7 ans est celle de l'interception, celle des 10 ans, c'est celle de l'accompagnement. D'accord. Le texte est très clair là-dessus. L'objectif, c'est d'exploiter au mieux l'espace et le potentiel de croissance de la mâchoire. Le fameux potentiel de croissance. Voilà. Autour de 10-12 ans, l'enfant entre dans le pic de croissance de la puberté. C'est une période où tout son corps grandit à une vitesse phénoménale. Y compris les mâchoires. Évidemment. Et un traitement orthodontique qui est lancé à ce moment-là ne se bat pas contre une structure qui est déjà figée, il devient un guide. Il surfe sur la vague de la croissance. Donc en gros, au lieu de forcer les dents à bouger dans un os qui ne bouge plus, on dit à l'os, pendant que tu grandis, grandis donc dans cette direction s'il te plaît. C'est une excellente image. Le traitement travaille vraiment en tandem avec la biologie de l'enfant. Ah oui, Si la mâchoire du bas est un peu en retrait, par exemple, on peut utiliser des appareils qui vont stimuler sa croissance vers l'avant, pile pendant ce pic. Si on manque de place, on peut guider l'expansion naturelle pour que chaque dent trouve sa position. La croissance devient le moteur principal du traitement, c'est un allié surpuissant. et j'imagine que c'est de là que découle leur argument massu. Ah oui, La promesse qui parle à absolument tous les parents. Éviter d'arracher des dents saines. c'est le bénéfice le plus tangible et le plus facile à comprendre. La source le dit explicitement, cette stratégie permet d'éviter, dans la mesure du possible, l'extraction de dents définitives. Ce qui était une pratique courante, non? Très courante. Pendant des décennies, pour gagner de la place dans une bouche où il y avait trop de monde, la solution standard, c'était d'extraire 4 prémolaires saines. Ça paraît fou aujourd'hui. C'est peu efficace, mais c'était aussi, il faut le dire, une solution mutilante. L'approche qu'on décrit ici, elle vise à rendre cette pratique obsolète en créant la place nécessaire en amont, en harmonie avec le développement. C'est une vision beaucoup plus conservatrice et, disons-le, plus élégante de l'orthodontie. Ok, donc si je résume la stratégie en 2 temps. À 7 ans, on désamorce les bombes à retardement, C'est ça. et à 10 ans, on prend le volant de la croissance pour la guider en douceur vers la bonne destination. Ça se tient, c'est une feuille de route très claire. C'est une véritable planification stratégique. Phase 1, observation et prévention. Et phase 2, correction active, mais en s'appuyant sur une fenêtre de tir biologique très précise. Le message sous-jacent, c'est que le quand est presque plus important que le comment. C'est tout à fait ça, le timing prime sur la technologie de l'appareil utilisé. Attendez, en relisant la source pendant qu'on discute, il y a un détail qui me saute aux yeux et qui n'a rien à voir avec la médecine en fait. Ah oui, C'est presque caché à la fin, mais ça en dit très long sur leur approche. Ils ne se contentent pas de dire « venez nous voir », ils précisent « nos premières consultations ont lieu les vendredis et samedis ». bien vu.
C'est un détail qui peut sembler anodin, mais qui est absolument crucial. C'est du marketing pur. C'est la preuve qu'ils ne pensent pas seulement en termes de mâchoire, mais en termes de parcours client, pour utiliser un mot à la mode. C'est ça. Quelle est la plus grande barrière pour des parents qui travaillent? C'est la logistique, devoir poser une demi-journée de congé, faire manquer l'école à l'enfant. C'est un enfer. En proposant des créneaux en dehors du temps scolaire et professionnel classique, ils lèvent un obstacle majeur. C'est une façon de dire: on a compris vos contraintes, on s'adapte qu'à vous. Exactement. Et ça ne s'arrête même pas là. Je regarde la liste de villes qu'ils énumèrent. Latzen, Langenhagen, Bottfeld, Misbourg. On dirait un plan de métro. C'est ça. On dirait une carte de la grande banlieue de Hanovre. Ce n'est plus un cabinet qui s'adresse à son quartier, là. C'est une entreprise qui vise une zone de chalandise énorme. C'est du marketing territorial, tout simplement. Ils se positionnent comme le centre de référence régional pour l'orthodontie pédiatrique. Le message est double. Oui, bien sûr. Non seulement notre méthode est la meilleure, mais en plus, nous sommes accessibles. Que vous veniez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de la ville. Ils construisent une image de marque qui est à la fois hyper spécialisée dans son approche médicale et très généraliste dans sa couverture géographique. Et le tout est enrobé dans un langage très positif, très feel-good. L'appel à l'action, c'est « Prenez soin dès maintenant du sourire sain de votre enfant ». On ne parle pas de corriger un problème. Non, on parle de prendre soin, d'investir dans la santé. Ils ont même ajouté des émojis, un trèfle à 4 feuilles, un smiley. On est très loin de l'image austère du cabinet médical traditionnel. Absolument. Ils ne vendent pas un traitement, ils vendent un partenariat. Une expérience positive, dédramatisée et surtout centrée sur la famille. Toute leur communication, du calendrier médical aux horaires de rendez-vous en passant par le ton, tout est pensé pour être cohérent et incroyablement persuasif. C'est une machine de communication aussi bien huilée que leur plan de traitement. C'est exactement ça. Fascinant. Donc, pour récapituler les points essentiels de cette stratégie, on a un calendrier en 2 temps. Oui. D'abord, une première consultation à 7 ans. Le but, intercepter les problèmes graves et faire de la prévention ciblée. Avec des outils comme le mentionneur d'espace, par exemple. Voilà. Et puis, deuxième étape, le début du traitement principal vers 10 ans. Pour utiliser le pic de croissance pubertaire comme un moteur et ainsi éviter des solutions plus invasives comme les extractions de dents. C'est ça, parfaitement résumé. Et si on prend un peu de hauteur, ce texte, même s'il est promotionnel, il illustre bien une transformation dans la perception de l'orthodontie. C'est vrai, On passe d'une discipline qui est purement corrective, qui répare les dégâts une fois qu'ils sont visibles à l'adolescence, oui, à une discipline préventive et développementale. L'orthodontiste devient une sorte d'architecte qui accompagne la croissance de l'enfant. j'aime bien cette image d'architecte. La philosophie sous-jacente, c'est que le respect du timing biologique est la clé du succès. Peut-être même plus que la technologie de l'appareil utilisé. C'est une vision qui intègre la bouche de l'enfant dans son développement global. Cette idée de fenêtre de développement optimale, elle est vraiment au cœur de tout leur argumentaire. C'est le pilier central. Travailler avec la nature plutôt que contre elle. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu pour la route. Je vous écoute. Ce principe, qui consiste à identifier le moment parfait où une intervention aura un impact maximal avec un effort minimal, il est ici appliqué aux mâchoires. Oui. Mais ça pousse à se demander, dans combien d'autres domaines de la santé, ou même de l'apprentissage de l'enfant, est-ce qu'on ne rate pas ces fenêtres de tir optimales? Tout simplement parce qu'on attend que le problème soit trop visible pour agir.